Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. La menace, Alexandre, était dans l'air depuis la fin de semaine. D'une part, il y avait ce préavis de grève du syndicat, il y avait le préavis de lockout de WestJet. Finalement, les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre au cours de la fin de semaine, si bien que depuis dimanche matin, c'est le bordel. Conflit de travail chez WestJet, des vols annulés et des vacanciers aussi qui se sentent abandonnés. Oui, comme c'est souvent le cas, malheureusement, quand il y a des grèves d'envergure comme celle-là pour des compagnies aériennes, l'information, ça filtre au compte-gouttes. En ce moment, pour ceux qui sont coincés à l'étranger, ceux qui sont coincés à Montréal, Trudeau aussi, des fois, qui ont fait, nos collègues du journal puis de TVA rapportaient des anecdotes où il y a des gens qui viennent de Sherbrooke, par exemple, en autobus, viennent pour leurs vacances dans le sud, t'es coincé à l'aéroport, qu'est-ce que tu fais? Te retournes-tu en Estrie? Est-ce que t'attends que ça se règle? Pour l'instant, il n'y a aucune info de WestJet, semble-t-il. Les lignes téléphoniques sont complètement bloquées. On peut pas appeler. Le clavardage, lui aussi, en ligne, est fermé, ce qui fait en sorte qu'on sait pas trop à quoi s'attendre là, du côté des voyageurs. Il y en a qui sont coincés, par exemple, au Mexique, qui savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir. Est-ce qu'ils étirent leurs vacances? Est-ce qu'ils doivent prendre congé à job? Est-ce qu'ils doivent réserver plus de nuits à l'hôtel? Tout ça, c'est des inquiétudes puis des incompréhensions qui se font sentir du côté des voyageurs. Là, parce que l'offre qui a été présentée par la partie patronale de WestJet a été insuffisante aux yeux des agents de bord de la compagnie. Ils sont là plusieurs milliers à être en grève en ce moment. Attendent toujours ces 4700 agents de bord qu'on rémunère entre autres la fameuse question des heures non rémunérées. Là. Ces fameuses heures de travail qui avaient créé les autres conflits de travail qu'on avait vus dans l'industrie aérienne, notamment du côté d'Air Canada. Là. Souvenez-vous, les heures non payées, c'est ce que les agents et agentes de bord vont faire quand ils arrivent pour comme préparer l'avion. Là. Tu dois être là au moins une heure à l'avance. On se comprend, même s'ils ont des portes d'entrée rapides à l'aéroport, doivent après ça placer la soute à bagages, être capable de s'assurer, de faire une espèce de checklist de vérification. Ces heures-là sont souvent pas payées et c'est là où le bas blesse. Pour l'instant, on semble pas être capable de s'entendre. Au-dessus de 300 vols jusqu'ici ont été annulés, puis encore plus inquiétant pour des voyageurs. Des fois, l'option qu'on donne, parce qu'on dit du côté de WestJet, on va rembourser, on va vous donner d'autres vols, inquiétez-vous pas. Des fois, les vols de retour sont prévus comme jeudi, puis c'est encore avec WestJet. Est-ce qu'on va être encore en conflit de travail rendu là? La question se pose. Il y a un sérieux coup de barre à donner au niveau des règles qui encadrent ce genre de pratique-là. Parce qu'à chaque fois, là, c'est le même cauchemar. Les voyageurs sont carrément pris en otage et on est encore une fois face à de telles situations. Dans un conflit comme ça, il y a la bataille de l'opinion publique qui est extrêmement importante. Dans ce cas-ci, tant du côté de la partie patronale que du côté de la partie syndicale, là, on se sert d'une période de fort achalandage, bien sûr, les vacances d'été, pour prendre en otage les voyageurs dans le but de se donner un avantage dans la négociation. Trop souvent, bien sûr, c'est comme ça, dans le monde syndical puis dans le monde patronal aussi. Maintenant, c'est inacceptable là, que les voyageurs, de un, ne réussissent pas à parler à qui que ce soit du service à la clientèle. C'est inacceptable aussi, puis je lisais et j'entendais des témoignages de gens là, dire « Écoute, moi, je suis coincé, je sais pas moi, au Mexique. » Dans certains cas, là, juste pour vous donner une idée, il y en a qui sont rendus à 2500 pièces de frais, à leurs frais. Là. C'est-à-dire, il faut que je me rebook un autre vol. Après ça, mon hôtel est plein. Il faut que je me trouve un autre endroit où rester, tout ça à mes frais. Ça fait des vacances qui commencent à coûter très, très cher. Alors, de un, service à la clientèle, là, un gros zéro dans des situations comme ça. Puis on l'a vu trop souvent dans ce genre de conflit de travail avec d'autres compagnies aériennes aussi. Alors ça, de un, inacceptable. De deux, il faut aussi que, à mon sens, il y a eu certains pas qui ont été faits dans la bonne direction, mais comparativement à l'Europe, là, on va dire ça fait dur sur un moyen temps ici, là, il faut que les dédommagements, les remboursements soient faciles d'accès, systématiques. C'est pas du tout ça. Ce à quoi on a droit présentement au Canada. Et tu l'as évoqué, Alexandre, il y a toute la notion de travail au sol payé. Ouais. Ce qui est, quand on regarde ça, vous et moi, on se dit, c'est une évidence. Là. Je veux dire, tout le travail mérite salaire. Si on demande aux agents de bord d'arriver plus tôt, il faut rémunérer ce travail-là. De ce que j'en comprends aussi, pour avoir fait des entrevues avec des experts en aviation, c'est, il y a comme une... leur taux horaire par la suite est comme plus élevé, puis après ça viendrait un peu compenser, tout dépendant des conventions collectives, là, mais je ne veux pas généraliser, mais je vous le simplifie. Là. Il y aurait comme une compensation. Bon, là maintenant, qu'est-ce qui a été fait ailleurs? Est-ce
Est-ce qu'on joue un peu avec le taux horaire quand ils sont en vol pour pouvoir bonifier le taux qui n'est pas en vol? Tu sais, on comprend que c'est ça le nerf de la guerre là, qui est l'enjeu, là. Mais tu sais, il faudra trouver une façon, disons, pas un point de bascule, mais tu sais, il faudra trouver quelque chose qui fait du sens parce que je suis très sensible à cette revendication-là de la part des agents de bord. Vous méritez un salaire quand vous êtes au sol, là. Vous préparez l'appareil, puis on a besoin de vous, puis on a, tu sais, ce point-là, là, je vous le donne, il est valide, là, vous le remportez. Maintenant, quel sera le taux? Est-ce que ce sera le même taux que quand vous êtes en vol? C'est ça qui sera actuellement en négociation. Il y a Julie de Montréal qui nous écrit « Air Canada ne m'a jamais remboursé, moi. J'étais pogné aux États-Unis. Ils m'ont rebooké 3 vols partout dans le pays, me barouetté pour me faire payer 100 $ par bagage. L'enfer, je vous crois. » Mais ça, des situations comme ce que vous nous décrivez présentement, Julie, ça, c'est inacceptable. Il faut dénoncer ça haut et fort. Et il faut qu'il y ait un meilleur encadrement pour qu'on arrête de se faire prendre en otage puis qu'on arrête de se faire barouetter d'un bord et de l'autre. Vous avez entièrement raison d'être fâché. Bon, résume-nous un peu, Alexandre, là, toute l'instabilité qu'il y a eu, parce que je voyais ça hier, j'écoutais Mme Perron aussi à la télé qui nous expliquait ça, puis là, il y a eu, à Repentigny, vraiment de très, très fort vent, beaucoup de précipitations en peu de temps, et il y a eu même un petit séisme dans la région de Québec. Oui, c'est 2 incidents qui sont un peu moins communs. On s'entend au Québec, là, particulièrement un tremblement de terre. On n'est pas sur une ligne de fête. On n'est pas dans un endroit particulièrement sensible à des secousses sismiques. Pourtant, 2,8 sur l'échelle de Richter hier ressenti par Séisme Canada dans le secteur de Cap-Rouge. Ce serait là l'épicentre en tant que tel. Et vous avez été nombreux, là, très nombreux sur les réseaux sociaux à réagir. C'était vers 20h33 hier. À Val-Bélair, Charlebourg, Beauport, Limoilou, même la Lévis, on a ressenti cette espèce de vibration-là. Pour certains, on pensait que c'était comme une explosion, là, tu sentais la vibration dans l'air puis au sol. Finalement, non. On dit que c'était bel et bien un séisme, un tremblement de terre. Évidemment, trop faible sur l'échelle de Richter pour qu'on soit là. On s'inquiète de dégâts particulièrement, que ce soit matériel ou humain. Mais bon, c'est quand même un phénomène qui est assez inusité, assez pour faire réagir pas mal les gens sur les réseaux sociaux. L'autre chose qui pullulait sur les réseaux, c'est ces images là, de ce qui s'est passé à Repentigny vers 14h hier. Ligne d'orage qui traverse le sud du Québec. Et là, on pense que ce serait probablement une tornade ou une tournade, tout dépendamment de ce que Mme Perron va pouvoir nous préciser, mais qui aurait frappé dans ce coin-là de faible intensité. Alors qu'on voit des images là, de plusieurs commerces, là, les uns à côté des autres, dont la toiture en partie a été là, littéralement arrachée par des rafales de vent extrêmement fortes, des arbres cassés, des arbres déracinés à certains endroits, 22 mm de pluie en moins d'une heure qui est tombé là, directement d'un coup. Ça a même inondé là, le stationnement d'un IGA qui était dans le coin. Oui, il y a même une panne de courant. Là. C'était assez impressionnant, les images qui ont circulé. Puis les précipitations sont tombées rapidement. Là. Donc ça a saisi. Je serais curieuse de voir les puiseurs dans ce coin-là, moi, pour que ça ait inondé comme ça si rapidement. Parce que 20 mm, c'est pas pire, là, mais c'est pas, on a vu pire que ça. Là. Là, c'est soutenu, mais il me semble qu'on a vu pire. Heureusement, aucun blessé, là, que des dégâts matériels dans ce cas-ci. Explique-nous un peu, Isabelle, parce qu'il y a des critères à respecter pour que ce soit vraiment catégorisé comme une tornade. Ça peut aussi être quoi, une micro-rafale? C'est quoi les ça peut aussi être juste des orages violents. On dirait qu'on sous-estime quand on met des veilles d'orage. Veille, tu as les ingrédients qui sont là. Ça pourrait arriver. Ça veut pas dire que ça va le faire, sauf que si ça arrive vraiment vite. Puis si vous êtes dans le chemin, ben ça peut causer des dommages. Quand le bardeau a tombé hier, là, si vous êtes pas loin, ça se peut que ce soit dangereux pour vous. Donc, pour que ce soit une tornade, il faut vraiment qu'il y ait le mouvement de rotation. Puis après ça, ben, quand ils vont évaluer le Northern Tornado Project sur le terrain, ils vont évaluer les dommages. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que les arbres, par exemple, sont couchés d'un côté ou est-ce qu'il y a un mouvement circulaire? Donc, ça va permettre de déterminer selon les débris, est-ce que c'est une micro-rafale, est-ce que c'est une tornade ou simplement des orages violents. Il faut juste pas sous-estimer. Je sais que le mot tornade nous excite. On a vu des films puis on trouve ça hot. Mais une micro-rafale puis des orages aussi, ça peut causer des dommages. OK. Bon, alors on verra bien Mais si c'est ça, parce qu'Environnement Canada, moi, je leur ai parlé hier, puis ils écartent pas la possibilité parce qu'ils ont vu l'entonnoir sur différentes images que les gens, là, les citoyens ont envoyées. Mais si ça s'avère, c'est de faible intensité, là, EF0. On a l'habitude d'en voir au Québec, là, c'est pas anormal. À chaque année, on en a au moins 6 à 10, puis on les repère plus facilement maintenant à cause de l'équipe du Northern Tornado Project qui était pas là avant. Donc, est-ce qu'il y en a plus? On peut pas vraiment le préciser pour l'instant, mais on est meilleur en tout cas pour les repérer, ça, c'est sûr. Oui, puis le fait qu'on ait tout un téléphone, qu'on
film aussi, on peut documenter ce complètement. phénomène-là. Alors, c'est le retour au bureau pour plusieurs, après des vacances de la construction qui ont été justement un peu bof, côté météo. Tout dépendant où vous étiez au Québec. C'est l'heure de faire le bilan aussi, Alexandre. Bon, malheureusement, 18 décès sur les routes. Il y a eu plusieurs noyades également. Ouais, je reviens au travail comme bien des gens là, avec des mauvaises nouvelles là, sur les routes, entre autres. Là. C'est au-dessus d'une personne qui est morte par jour sur les routes du Québec. Ça se situe quand même là, dans la moyenne des décès, puis ça a été moins catastrophique que l'été 2025. Quand on avait 38 morts sur les routes. Là, on est à au moins 18 là, dans les derniers palmarès. La région des Laurentides est en tête là, du triste palmarès avec 4 décès. Mais c'est là, un peu partout sur les routes là, des gens qui roulaient malheureusement trop vite. Là. On dit que c'est le 3/4 des incidents là, qui sont liés à la vitesse. La grande majorité des décès sur les routes, ben, c'est tout lié à des comportements humains. Puis la SAAC, là, encore une fois, là, qui appelle à la prudence, dit, regardez, ça donne rien de vous dépêcher plus qu'il faut là, pour vous rendre aux endroits de vos vacances. T'sais, souvent, les gens ont le cœur à la fête, la tête plus légère, le pied plus pesant, d'un autre côté aussi, là, pour arriver plus vite. Puis malheureusement, mais ça déboule sur plusieurs décès sur les routes. Chaque année, on s'attend à ce qu'il y en ait. Puis chaque année, ça se confirme. Mais tu disais dans les Laurentides, la pire région, en fait, nous autres, ça a été même 3 morts d'un coup. Là. Ouais. Les vacances de la construction avaient commencé comme ça à Lantier, dans les Laurentides. Une petite famille qui a été pratiquement décimée. Il y a maintenant un jeune qui se retrouve orphelin. Il est vivant parce qu'il n'était pas dans la voiture avec ses parents. Jeune conductrice dans l'autre véhicule. Un dépassement dangereux. Et ça a coûté la vie à cette petite famille. Disons que les vacances de la construction avaient bien mal commencé. 9 noyades aussi. Oui, 9 noyades sur les différents plans d'eau pendant les vacances de la construction aussi. Puis 5 des 9 noyades sont survenues soit dans le fleuve, soit dans des rivières. Puis encore une fois, Reynald Dawkins, de la Société québécoise de sauvetage, lui, là, sort à nouveau dans les médias. Là, c'est le moment de l'année, malheureusement, il doit être le plus actif. Là, parce qu'il y a des gens qui sous-estiment, là, bien malheureusement, les plans d'eau puis la force des courants aussi qui peuvent se trouver. Et on s'entend que se baigner dans une rivière, se baigner dans le fleuve, c'est pas la même affaire que d'aller se baigner sur un lac, par exemple. Dans un lac, vous n'avez pas particulièrement de courant. Dans une rivière, dans le fleuve, vous ne voyez pas la surface. Ça a l'air tout calme, tout plat. Et en profondeur, ben, ça se peut qu'il y ait des courants qui puissent vous emporter. Et là, ça s'est confirmé hier, malheureusement, là, un autre décès. Vers 10h30, là, on a repêché le corps de Pépito Junior Labrador, qui est ce Montréalais qui pêchait en Haute-Gaspésie le 17 juillet dernier. Il a été repêché finalement dans le secteur de Marsouis. Puis ce qui est encore plus triste, mais c'est qu'il y a un homme qui a tenté d'aller secourir le pêcheur qui s'est noyé, lui aussi, M. Dobel Retuta. Donc, on a 2 décès dans le même incident, malheureusement. Bon. Sur les routes, un des gros avantages de vous savoir en vacances, c'est qu'il y avait un petit peu moins de monde. Moi, je l'ai remarqué, je ne suis pas dans vos déplacements aussi. Là, mais tu sais, moi, je me claque la métropolitaine à tous les jours. Dans les 2 dernières semaines, c'était moins pire. Là. L'espèce de petit 5 km que je dois faire sur la métropolitaine me prenait facilement 2 fois moins de temps. Là, on s'aperçoit que... Bon, peut-être que nos célébrations seront de courte durée parce qu'on a la suite du dossier, le trafic éternel. Non, mais le drapeau en berne, c'est le Mont-Pont en plus. Non, c'est ça, parce que on s'aperçoit, Alexandre, que la pause des bouchons va avoir été de très, très courte durée. Ouais, ça reprend. Je suis un oiseau de malheur ce matin pour vous dire. Retourne en vacances. Exact. Je reviens avec plus de trafic que jamais, particulièrement entre ma Rive-Sud natale et Montréal. Ben oui, parce que là, on a comme plein de travaux qui se cumulent toutes sur les axes différents qui permettent d'aller vers la Rive-Sud. Parce que bon, ça fait des années déjà qu'il y a plus de pression sur le pont Champlain, le pont Jacques-Cartier, le pont Victoria, parce que le pont Louis-Hippolyte Lafontaine, le pont Tunnel, on sait est en travaux. Là. Bon, supposé se terminer bientôt, on croise les doigts, on touche du bois, on se touche la tête, alléluia, s'il vous plaît. Mais, exact. Macarena. Et mais là, on annonce parce qu'il y a d'autres travaux qui viennent s'accumuler, entre autres, sur le pont Victoria, justement. Là, on apprend là, que jusqu'au 10 septembre prochain, c'est une seule voie là, pour les 2 directions à cause des travaux qui se font sur le côté ouest. Fait que là, à moitié de la journée, vous faites passer d'un bord, la moitié de la journée, vous faites passer de l'autre, mais jamais en même temps. Mais ils l'ont mis du bord de la circulation, j'espère. Oui, j'ose croire, Alex. Force-moi pas à aller vérifier et à être surpris. Mais à ça s'ajoutent les fameux travaux d'aqueduc sur l'avenue Atwater, sur Delorimier aussi, là, juste en sortant du pont Jacques-Cartier. Je sais pas pour vous, moi je l'emprunte tous les jours ce pont-là, puis c'est parce que ça commence à se faire sentir pas mal là, les travaux, qui coupent les espèces de voies en 2, la moitié est occupée déjà que Delorimier. D'habitude, là, pas de travaux, c'est congestionné constamment, puis il y a des gens qui peuvent se stationner à droite, ça bloque la circulation, les camions manquent se rentrer dedans, mais là, ajoutez ça
les travaux qui se font également du côté du pont Victoria dans les prochaines semaines. Le pont de l'île aux Tourtes, ouais, la pression va être extrêmement forte. Puis plus les gens vont revenir de vacances, ben plus ça va se faire sentir. Cette semaine, c'est devenu un peu ce qu'on appelle la 3e semaine des vacances de la construction. Beaucoup de gens qui prennent une semaine de plus pour étirer tout ça. Ça va peut-être donner une petite accalmie, petit répit, mais plus la semaine va avancer, puis plus on se dirige vers la prochaine. Juste pensons à la rentrée. Au fait, les prochaines semaines, ça reste la période estivale, mais à la rentrée, là, ça va être épouvantable. Ça va être le bordel. Hey, un petit mot sur les incendies de forêt, parce que bon, ça s'améliore au Québec. Là, c'est la Colombie-Britannique où c'est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, il y a une belle solidarité. Il y a des pompiers de chez nous qui s'en vont en renfort là-bas. Mais là, il y avait toute la question des tarifs là, pour notre fumée. Vous avez peut-être vu ça, là. Là, Donald, hier, dans son avion... Là, il répondait aux questions des journalistes là, sur toutes sortes de dossiers. Puis après ça, ben là, il y a une journaliste qui l'a interrogé. Puis il dit « Monsieur le Président, vous aviez parlé de punir le Canada là, pour la fumée des incendies qui traversaient la frontière. » Et là, le président, hier, a dit que sa décision était prise, qu'il allait avoir une sanction. Alors, on l'a vu, il nous avait trollé un peu là, sur les réseaux sociaux, avait mis son gros filtre là, à la frontière. C'est comme si la fumée allait s'arrêter 15 mètres dans les arbres. Non, ben, je sais qu'il le sait. Là. Il nous niaise, le président. Je vais juste mettre sur votre radar ce qui se passe dans l'État de Washington présentement. Ça brûle dans l'État de Washington. Que je vois une puff de cette fumée-là traverser la frontière. Ah non, c'est assez spécial de voir que le président du pays voisin veut donner une punition qu'à une catastrophe naturelle. Combien c'est pas nous, c'était l'Ontario cette fois-là. Mais combien de fois, puis je tenais à le dire, combien de fois le Canada est allé aider les États-Unis avec des bombardiers canadiens, des bombardiers d'eau. Combien de fois on a envoyé des pompiers de la SOPFEU aller aider des gens en Californie? Combien de fois? Mais bon, semble-t-il qu'il y a des gens plus ingrats que d'autres. Mais moi, ce filtre-là, je le voudrais chez nous, par contre. Oui. Les échangeurs d'air avec ça a l'air vraiment chouette. Oui. La poussière de construction dans votre Canada is gonna pay for that filtre. Oui, OK. Colombie-Britannique, ça va pas très bien, par contre. Là. Depuis samedi, en 24 heures, on a dû évacuer au-dessus de 5000 personnes de leur habitation. Là, on dit qu'il y a des refuges suffisants pour presque tout le monde, mais on encourage quand même les familles des évacués à héberger parents, amis, connaissances et autres, le temps que la situation se calme un tout petit peu. Il y a 2 nouveaux feux d'intérêt, donc des feux qui ne sont pas maîtrisés pour l'instant puis qui menacent les installations humaines qui ont été détectées un vendredi à Bradley Creek, un à Quilpituck qui a été détecté, lui, ce samedi. Les 2 ont dit que c'est un comportement d'incendie extrême, c'est-à-dire qu'il fait très chaud, c'est très sec, et là, les incendies sont complètement hors de contrôle et se dirigent vers d'autres installations humaines. Là, on avait peur un tout petit peu que les vents viennent pousser davantage les incendies. Pour l'instant, ça se montre relativement calme, mais c'est le mois le plus chaud en Colombie-Britannique, le mois d'août. C'est également le mois le plus sec. On s'inquiète vraiment pour les températures qui s'en viennent, qui risquent de ne pas aider, ou du moins encore nuire à tout ce qui se passe du côté du combat de nuire aux incendies. Il faut rendre M. Ferrandez, il faut nuire. Oui. Scène culturelle, Isabelle, c'est Spider-Man, un nouveau jour qui est au sommet du box-office. La pluie a vraiment profité au cinéma cette fin de semaine parce que c'est l'un des meilleurs démarrages. C'est le 2e meilleur démarrage de l'histoire après Avengers Endgame qui avait amassé 357 millions en 2019. Bon, il n'y a pas d'ajustement d'inflation. Il faut faire attention avec les chiffres parce que les prix augmentent constamment. Mais pour ce qui est de Spider-Man, c'est 355 millions de dollars juste pour le Canada et les États-Unis. C'est énorme. D'ailleurs, il déclasse déjà l'Odyssée qui arrive en 2e position de Christopher Nolan. Il faut dire que Spider-Man avait soulevé les passions avec son scénario là, où il a fait effacer sa mémoire, la mémoire collective. Les gens ont oublié l'existence de Spider-Man jusqu'à temps qu'il y ait des changements physiques, une mutation physique et des nouvelles menaces, bien sûr. Et il y a un scénario très typique. Ça faisait 9 semaines qu'il n'y avait pas de film d'action au cinéma. Visiblement, la réaction était très positive. L'Odyssée a amassé cette fin de semaine 51 millions avec Matt Damon à Anne Hathaway et Tom Holland, celui qui incarne Peter Parker. Donc, c'est une grosse fin de semaine, c'est une grosse année pour lui au cinéma. Là. Les 2 gros blockbusters à l'affiche, c'est lui qui en est à la tête d'affiche ou parmi les têtes d'affiche. Et quand on regarde la suite du box-office, Histoire de jouets, Mignon, Moana. Donc, on a les gros blockbusters américains puis les films d'animation pour enfants. C'est représentatif de ce que l'on consomme présent. Hey, l'Odyssée, pour ceux qui ont peur d'aller le voir parce que c'est 3 heures, je suis allé là, durant ma semaine de vacances. Ouais, c'est ça. Ça va vite. Moi, j'ai trouvé là, que c'est 3 heures qui se passent là,
dans un clin d'œil, sincèrement, pour ceux que ça fait peur, là, ce projet-là un peu. Trouvez le temps à votre agenda. Ben moi, c'est surtout ma gestion du popcorn, 3 heures. C'est-tu un Mais popcorn et demi? C'est-tu 2 popcorn? Je pense qu'on peut se permettre un plus gros. Ah oui? Ou tu vas en chercher un deuxième, t'en prends des petits, là, mais oui, ça prend. Moi, Mais là, j'ai ça pris fait une bien pause des à un moment donné. allers-retours, Là. Oui, mais ça te garde réveillé. 3 heures, il y a un grand danger de dodo. Là.